micro. Bonsoir, heureux de vous retrouver au lendemain de la journée mondiale contre le sida. Au micro, on va revenir sur le sujet, on va en débattre et en discuter avec notre ami Sylvain qui nous fait l'honneur de revenir parmi nous. Bonsoir Sylvain, comment ça va ? Bonsoir, quelle ambiance ce soir ? Électrique. Tu crois que c'est une ambiance électrique ? Vu le nombre qu'on est là, je pense qu'on va faire péter les scores. Effectivement, on est vraiment nombreux, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est filmé grâce à Daniel Lebras, qui réalise pour la chaîne Homo Micro YouTube. Bonsoir Daniel, il nous fait un petit coucou de loin. L'émission radiophonique est réalisée par notre amie Isabelle qui nous contrôle depuis la vitre. De l'autre côté, bonsoir Isabelle, comment ça va ? Bonsoir Brahim, ça va bien. Et toi et vous tous ? Qu'est-ce que tu nous as programmé comme musique ce soir ? Ce soir, on a des sons à profusion. Des sons de Paris, de New York, de Créteil. Voilà, il y a un petit souci technique, donc c'est pour ça que je suis un petit peu perturbée. Donc des sons de Paris, de New York, de Créteil, du rap, du blues, de la pop. Et une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ma programmation musicale à des fins tout à fait personnelles. Parce que je vais la dédier à mon amie Caroline, en espérant que ça la fasse danser et surtout remuer ses bras et ses jambes. Voilà, donc Caro, ce soir, c'est pour toi. Ça va être sympa. Est-ce qu'un jour on aura l'occasion de t'entendre, t'écouter chanter en direct, en live, avec un instrument ? Évidemment, je prépare ça tous les jours, mais pour l'instant, je ne suis pas encore assez rodée. Je sors mon premier EP bientôt, je vous ferai un petit live. Merci, vivement en tout cas. Oui. Jérôme est avec nous pour sa chronique Gay Games. Et Gay Games, oui, Paris 2018. Bonjour Brahim, bonjour à toutes et à tous. Jour J, moins 243. J'espère que vous êtes tous inscrits, toutes et tous inscrits pour ce grand événement attendu en août prochain. Bonsoir Gwenaël. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Notre grand reporter ce soir. Oui, énorme reporter, effectivement. Je vous propose deux reportages. Le premier, ce sera sur Afrique Avenir, effectivement, et le second, ce sera sur Aide. Les deux, effectivement, traitant de tout ce qui est dépistage rapide du sida. Voilà. Mathieu qui revient parmi nous, il y avait 5 ans qu'il n'était pas passé par Homo Micro. Bonsoir. Il est stressé, on peut le stresser encore plus ? C'est vrai ? Je me fais très très rare parce que c'est très précieux du coup quand je viens. Ouais. Il fait petit jeune, petit bourgeois un peu, non ? Avec ses petites lunettes. Ça commence bien déjà. Un peu coincé même. Un peu coincé. Tu me connais pas. Et il bafoue en plus, j'ai entendu mieux vaut que je sois coincé. Coincé, c'est normal. C'est mieux pour l'audimat. Il est prof de formation. Il est prof de formation. Il me touche déjà l'épaule, je précise, pour ceux qui ne voient pas la vidéo. Hashtag balance ton porc, on t'a déjà dit tout à l'heure. Aïe, il faut pas toucher les gens. Je vais tweeter avec un beau hashtag, tu vas voir. Ouais, alors Mathieu, je t'ai proposé et invité d'aller voir une pièce et on a un invité ce soir, c'est donc c'est Olivier Pochon, donc pour un très beau spectacle au théâtre, à la Folie Théâtre, donc un très beau théâtre. Je dirai plus dans quelques minutes. Olivier Pochon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est ton vrai nom, Pochon ? Je vous remercie. Pochon, c'est ton vrai nom ? Et oui, sinon j'aurais choisi Deneuve, mais C'était déjà pris. Bienvenue Olivier. Merci. Derrière moi, Cyril qui est en train de rire. Je sais pas pourquoi, tu vas pouvoir te déplacer. Ne vous pas, je m'étouffe. Si jamais il y a des gens qui entendent tousser, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui suis en train de mourir. Cyril Legan. Voilà. Bonsoir. Présent. Alors ce soir, ton thème ? Eh bien, on va revenir sur le festival Chéri Chéri qui s'est terminé il y a 15 jours. Oui. Voilà. Et le palmarès en particulier. Ouais, On va décortiquer un petit peu tout ça. Ça va être T'es passionnant. très tactile, Brahim, ce moi soir. j'aime bien toucher. Nicolas, que je vais aussi un peu toucher. Ça va Nicolas, le plus de l'actu ? Merci Brahim, oui. Tu vas parler du sida aussi. Eh bien oui, il est aussi question évidemment du sida dans le plus de l'actu ce soir. Et j'aimerais parler de celles et ceux qui en meurent encore. Oui. Effectivement, ils sont encore nombreux. Bonsoir Catherine. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, pas de chronique politique, mais une interview politique. J'interviewerai Jean Spiry, président du CRIPS Île-de-France. Oui. À partir de 21h. Gwenaël, on a une fille parmi nous, tu peux peut-être la présenter, dire qui c'est ? Oui, effectivement, on a un invité exceptionnel ce soir, puisque c'est ma grande sœur, c'est Elodie qui est là, qui est avec nous dans les studios et qui voulait assister à l'émission. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là aussi. Tu pourrais à la fin de l'émission critiquer et nous dire un peu ce que tu penses de l'émission. Non, de ton frère surtout.
Alors, je ferai le rôle de l'auditrice anonyme. Bien. Merci d'être là et merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Mathieu, notre invité. Alors, tu es allé voir Yolanda il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Il y a 2-3 semaines, oui, à peu près. Ça joue que le jeudi soir. Oui. Effectivement. Mais c'est pas trop tard. C'est à 20h30. Quel théâtre à Paris? À la Folie Théâtre, donc qui est un théâtre très mystérieux, dans une cour d'immeuble, qui joue beaucoup de pièces originales, atypiques, on peut dire. Atypique, c'est le bon mot. Et c'est le cas de ton spectacle. Voilà. Donc, c'est un beau spectacle. L'affiche est quand même trompeuse, puisqu'on te voit de dos dans une robe rouge de soirée. Et tu n'aurais pas voulu que je me retourne, c'est ça? On est encore une fois dans le privé, donc calmons-nous. Non, mais et c'est vrai que, alors, quand j'ai vu l'affiche, je dis tiens, ça va être encore un spectacle de travestis qui chante Dalida, parce que ça parle de Dalida. Bon, pourquoi pas? Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est ça en partie, mais c'est bien autre chose que ça. Ça va au-delà de simples chansons de Dalida. Donc, puisque ça parle, en fait, donc quand on rentre dans la salle, d'ailleurs, tu es déjà sur scène, ça. allongé sur un lit de prison, parce que la scène en fait est une prison. Dans ma cellule. Dans une cellule de prison, puisque donc le personnage que tu incarnes, il est incarcéré depuis plus de 20 ans, 21 ans, 22 ans à peu près, et en fait on assiste à son dernier jour de prison. C'est ça. Puisqu'il va sortir le lendemain. Et donc pour sa dernière soirée, il raconte à Mario, alors qui est sûrement le co-détenu ou l'amant qu'il a rencontré en prison. C'est ça. Son parcours, ce qu'il a amené en prison et surtout ce qu'il va faire en sortant. Puisque il est entré en tant qu'homme, il veut sortir en tant que femme. Voilà, en tant que Yolanda. Et le tout est donc coupé de tubes de Dalida, chantés piano-voix. C'est ça. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer cette pianiste qui a un peu réinterprété les chansons qui à l'origine sont très très orchestrées. Des fois on fait pas attention aux paroles en fait. Et elle a eu la bonne idée justement d'en faire quelque chose de très intime. Et ça se ressent parce que vraiment c'est magnifique. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas fan de Dalida absolument. Ah bon? Là, non, j'avoue. Mais là vraiment, enfin c'est vraiment très émouvant. Enfin voilà, ça, vraiment, toutes les chansons prennent une dimension intimiste, vraiment très belle, et c'est vraiment des belles chansons. Même Monday Sunday, là, c'est très très romantique, quoi. Alors, on peut dire pourquoi le héros est enfermé ou pas? On peut le dire, parce qu'on le sait assez vite. Alors en fait, je suis parti quand même d'un fait divers qui s'est passé fin des années 80. Donc un pyromane qui a mis le feu dans une résidence universitaire, ça c'est un fait qui est quand même assez connu. Et il y a eu une sorte de polémique à l'époque de savoir si ce garçon était un simple d'esprit ou si finalement tout ça s'était calculé. Et quand j'ai lu le journal de Jean-Luc Lagarce, il évoquait ce personnage à un moment donné. Et je crois que même qu'il disait qu'il aurait bien aimé écrire sur cet homme. Et moi, j'ai eu l'idée d'imaginer son dernier jour de prison, 20 ans après, en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi des chansons de Dalida, parce qu'il était assez fasciné par toutes les divas. Donc à l'époque, Dalida, c'était quand même quelqu'un d'assez... juste après sa mort, en fait. Voilà, iconique. Voilà, une icône qui reste encore une icône. Et finalement, en lisant pas mal de ses textes, elle parle beaucoup du feu, de la passion... Et je trouvais ça intéressant justement de lier les deux. Et parce que c'est vrai que le feu, ça brille, Dalida, elle brille, et en fait, le héros, ce qu'il veut, c'est briller et voir briller les choses autour de lui. Voilà. Et ça, on ressent. Et on ressent aussi une grande proximité avec le personnage dans la pièce et toi. Et tu sembles très à l'aise quand tu es habillé en Yolanda. Alors, quelle est la part autobiographique dans ce spectacle ? Tu veux savoir si est-ce qu'il y a pensé à changer de scène? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Parce que c'est à la fois original, mais en fait, on n'est pas dérangé parce que tu es très à l'aise. Oui. Mais en fait, c'est un peu le jeu d'acteur qui est aussi intéressant, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est comme ça, qui peut paraître très 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 horrible par rapport à ce qu'il a fait, et d'un autre côté, d'avoir ce côté féminin, cette part de faiblesse et d'aimer chanter, d'aimer danser. Et c'est un peu
certaines réflexions que je peux avoir, c'est que les gens n'ont pas d'empathie avec ce personnage, alors que j'ai pas cherché à ce qu'il y ait une empathie avec ce personnage. C'est-à-dire qu'il a fait Pourtant, des il y choses en a horribles. Ouais. Mais, comment ? Je pense qu'il y en a vraiment une pourtant. Une empathie. Il y en a peut-être une C'est- certaine, mais j'ai pas voulu non plus soit l'accabler, soit en faire quelqu'un de voilà. Il a fait des choses qui ne sont pas bien, mais je trouvais ça aussi intéressant d'en faire quelqu'un d'humain, comme disait Jean-Luc Lagarce, parce que lui il en parlait, c'est ce pauvre animal blessé, donc de pas le juger automatiquement. Voilà, c'est de lui donner une certaine chance à 20 ans après de vivre une nouvelle vie, de sortir sous cette identité féminine en fait. Yolanda qui est le vrai prénom de Dalida, qui est pour moi la face noire de l'icône en fait. Ouais. Et genre justement, pour revenir à Dalida, tu as choisi les tubes. Vraiment, il y a peut-être les 5, 6, 7 tubes de Dalida. Et pourquoi pas avoir choisi des chansons moins connues, peut-être plus intimistes, du coup, pour faire vraiment entrer le spectateur dans une intimité? Alors, ça dépend en fait je sais pas quelle. En fait, pour les fans, toutes ces chansons sont très connues, mais par exemple, Une femme à 40 ans, qui est une très belle chanson, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui la connaissent. Je sais pas si autour de la table, tout le monde dit non, donc personne connaît Ouais. Une femme à 40 ans. Donc, j'ai aussi choisi des chansons moins connues, en fait. Parce qu'à l'aube des années 80, à part Mourir sur scène, on l'écoutait plus trop. Ouais. Et elle a quand même fait de très belles chansons à cette époque, qui étaient très, très mélancoliques. D'accord. Et sinon, alors, juste pour élargir sur le spectacle vivant, pendant le spectacle, ça n'a rien à voir avec ton spectacle, mais un portable a sonné et quelqu'un est sorti en laissant la porte ouverte. D'accord, ouais. Et donc, je voulais savoir, en tant qu'acteur, que tu es acteur, hein, évidemment, que penses-tu du rapport aujourd'hui entre le spectacle vivant, qui est essentiel, je pense, aujourd'hui, qui plus est, à Paris, et puis les gens, et puis un public un peu pour qui ça va de soi, quoi. Il y a des gens qui jouent, on peut sortir, on laisse la porte ouverte. Voilà. C'était quand même très dérangeant, et des gens d'ailleurs lui ont dit après, mais toi, en tant qu'acteur, comment moi, tu je prends pense ça? plus à ce moment-là aux autres spectateurs. C'est assez bizarre. C'est comme ça parce que moi, je suis censé vous accueillir dans ma cellule. C'est une sorte de parloir, en fait. Le 4e mur tombe et je m'adresse à vous. Je m'adresse à Mario qui a disparu. En fait, c'est nous, Mario. Voilà. Nous sommes tes amants pendant la pièce, il faut le dire. et effectivement, je suis plus dérangé par rapport aux autres spectateurs que par rapport à moi, puisque je m'adapte. Enfin, c'est le jeu aussi de l'acteur. En fait. Le coup du portable, moi je crois que c'était Orlando, le frère de Dalida, qui était dans la salle. Mais qui d'ailleurs est au courant de la pièce, qui m'avait d'ailleurs mis sur le site de Dalida, enfin officiel, donc il n'est pas malheureusement qui n'est pas venu voir la pièce. Ouais. Il aura l'occasion certainement de revenir. Alors comment t'es venu un peu l'idée d'écrire ce spectacle-là, parce qu'il faut être vraiment bipolaire sur scène. Hein. Tu passes d'un homme à une femme. C'est très intéressant pour un comédien, effectivement, de pouvoir faire le grand écart entre cette Yolanda qui est un peu pailletée et puis cet homme qui a cette part d'ombre, en fait. Et alors, cette idée d'écrire ce spectacle-là en fait, c'est vraiment, comme je disais, quand j'ai lu le journal de Jean-Luc Lagarce, et puis après, je me suis documenté. Je suis allé voir un article sur le Nouvel Obs. Et puis, il y avait aussi un article dans Guêpier au début des années 90, je crois en 91, où ils se sont aussi attachés, qui suivaient aussi l'idée de Jean-Luc Lagarce, en fait, de se dire ce garçon, il y a quelque chose. Mais par contre, moi, j'ai jamais voulu savoir ce qu'il en pensait. Je me suis pas renseigné. C'est vraiment une fiction, en fait. Je sais pas ce qu'il est devenu depuis. J'ai pas envie de savoir. Peut-être qu'il est mort ou peut-être qu'il est vivant, je sais pas. Mais c'est vraiment le point de départ. Oui, c'est un point de départ. En fait. Après, tu brodes avec ton univers à toi. Est-ce que, de passer comme ça d'un homme à une femme, est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle militant ? Alors c'est assez étrange parce que il y a une femme qui est donc venue une femme qui a d'ailleurs décidé de changer de sexe en prison, qui est venue voir la pièce la fois dernière et qui maintenant bosse à l'ONU, en fait, et qui voudrait faire avancer les choses. Et donc je suis en contact aussi avec elle pour
y a une sorte de militantisme peut-être, enfin de se dire que si ça peut aider de voir ma pièce, si, c'est un petit pas, c'est un petit... Ouais. Mais pourquoi pas, oui. Alors cette pièce se joue jusqu'en avril, janvier prochain, donc à la Folie, donc théâtre à Paris. Ça se situe où métro exactement? Saint-Ambroise, Ouais. juste à côté du métro. Oui. Et tu comptes jouer ailleurs par la suite? Alors, il y a un diffuseur qui est venu jeudi dernier et qui a été assez troublé en fait et qui dit que c'est pas vendable en fait en province. Pour lui, c'est quelque chose de... Ah bon? C'est pas vendable pour lui, c'est quelque chose de très dur, trop dur pour aller en province. Et puis par rapport à Paris, par exemple, c'est voilà, c'est les gros blockbusters qui marchent et nous on a les miettes quoi. Ouais. Alors après, pour être diffusé en province, c'est encore... J'arrive pas à avoir les contacts malheureusement, mais moi ça m'intéresserait effectivement d'aller à Lyon, à Marseille, de continuer Alors effectivement. c'est bizarre ouais. hein, parce que moi j'étais Sylvain. en province là ce week-end à Bordeaux et j'ai vu une pièce qui était très dure sur quelqu'un en fait qui est mort et qui raconte sa mort et c'est voilà un format assez court, 50 minutes dans un petit théâtre de Bordeaux, le théâtre du Port de la Lune. Et j'ai l'impression que ta pièce en tout cas pourrait rentrer mais parfaitement parce que d'ailleurs il y a aussi à l'affiche une pièce de copie qui s'appelle Eva Perón et l'homosexuel. Donc voilà, je pense que l'histoire de la province n'est pas en capacité de recevoir ce genre de spectacle. C'est, à mon avis, un faux semblant. Il ne faut pas que je garde cet avis-là. Non, pas du tout. Je pense. Pas celui qui m'a donné jeudi. Donc, mais j'aimerais bien faire venir d'autres personnes, d'autres diffuseurs, d'autres programmateurs, effectivement, pour moi qu'ils aient l'idée. Parce que l'idée, c'était de cette reprise jusqu'au 18 janvier, de faire venir ce genre de personnes et qui voient en live ce que c'est. Ouais. Alors, autour de cette table, j'imagine que vous avez tous envie d'aller voir Yolanda, qui peut dire Catherine, par exemple. Non. Bonjour. Si, avec plaisir, ça a l'air passionnant. Non mais c'est un très beau spectacle et voilà, Catherine. Oui, avec plaisir, c'est passionnant, ouais. Non, c'est vrai que oui. Tu voulais intervenir, Jérôme, non? Oui, non, je veux dire qu'il y a énormément encore d'a priori dans ce 21e siècle. Il faut vraiment les abattre, tout ce qui est préjugés et tout ça. Non, les gens de province sont des gens ouverts. Donc, allez en province, jouez en province. J'aimerais bien. Malheureusement, le principe à Paris, c'est qu'il faut payer la salle. En province, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que voilà, les théâtres ont besoin aussi de vivre. Et des fois, ils ne prennent pas de risques avec ce genre de pièces parce que... Je suis sûr que tu habites la province, non? Ah ben justement, dis-nous. Après, il y a Cyril qui va intervenir. Oui, devant le micro. Oui, t'inquiète pas, elle arrive, elle va parler devant le micro. Je pense que ça peut... Je m'approche un petit peu. Oui, je pense que ça peut tout à fait intéresser la province. Après, voilà, il faut travailler le projet, mais je pense qu'ils sont tout à fait en capacité d'entendre ce type de pièce. Je trouve ça un petit peu discriminant comme remarque. D'autre part, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du passage d'un statut d'homme à un statut de femme. Et vous avez fait le lien avec la faiblesse. Donc je ne sais pas pourquoi vous associez la faiblesse forcément aux femmes, et ça m'a interrogée. D'accord, je me souviens plus de... Parce qu'il n'aime pas les femmes, je crois, non, De la faiblesse, peut-être quand j'ai parlé de Yolanda, la face cachée de Dalida. La face noire de Dalida. En fait, c'est ça qu'il a dit. Ouais. C'est que Yolanda était la face noire de Dalida. Dalida, c'est la lumière, etc. Yolanda Gigliotti, c'est vraiment le côté très intime et le côté très torturé, mine de rien. Mais attention quand même de ne pas associer les femmes à de la faiblesse, parce que finalement, là, on alimente un préjugé. C'est ça qui est dommage, finalement. Isabelle est très heureuse de cette Ah bah oui, j'adhère parfaitement à ce propos. Ouais. Mais quand mon personnage sort en Yolanda, c'est quand il chante Je pars, et c'est vraiment là il se réalise vraiment, quoi. Et en plus, je peux même dire que l'homme est faible, alors que quand il sort en femme, il devient fort. Voilà. Donc c'est même l'inverse de ce que tu as pu comprendre. Cyril? Oui, non, je disais par rapport à la province et tout ça, c'est vrai que je voudrais juste tempérer un peu l'angélisme ambiant, qui est de dire oui, mais si, ils sont préparés. Moi, j'ai enchaîné cette année tous les festivals LGBT à Saint-Étienne, à Mulhouse, à Perpignan, et c'est quand même extrêmement difficile, malgré le travail extraordinaire des associations, de faire venir le public sur des sujets LGBT. On a essentiellement des personnes de 50 ans et plus, et c'est très difficile de fédérer
il faut pas se mentir non plus sur des sujets comme ça. Donc les femmes sont faibles et les gens de 50 ans sont pas intéressants. Non, mais ça veut dire que les petits jeunes, ils ont, enfin, c'est la même chose ici, hein, je pense à Paris. Le public, il n'est pas non plus hyper jeune dans les théâtres. Hein. Merci en tout cas, merci Olivier. Rappelle-nous le nom du théâtre. L'adresse. Alors le théâtre, c'est à la Folie Théâtre, métro Saint-Ambroise, c'est 6 rue de la Fontaine, 6 rue de la Folie Méricourt, pardon. Et ça se joue tous les jeudis à 20h30. Yolanda, le premier jour. Merci. Merci d'être passé par Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Ce soir, nous sommes nombreux et on est censé de rester 1h30 ensemble. Vous vous rendez compte? On va devoir se supporter, mais tout se passe bien. Jusqu'à 1h30 Jusqu'à 1h30. Pendant 1h30. Pendant 1h30, il y a du beau monde autour de cette table. Et tout de suite, je laisse la parole à notre ami Gwenaël qui nous propose un premier reportage. Il s'agit de... En fait, j'ai été interviewé d'une association qui s'appelle Afrique Avenir. Oui. Alors, c'est une association en fait qui est assez intéressante parce que leurs bénévoles ne sont que des gens soit d'Afrique subsaharienne, soit des gens des Caraïbes. Et eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est dépistage, dépistage express, dépistage rapide pour tout ce qui est sida. Donc, ils fréquentent en fait les lieux de passage des communautés justement soit d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes, donc tout ce qui est station d'RER, lieux de fête, lieu de travail, ce genre de choses. Ils ont un petit camping-car qui gare à chaque fois. Et donc, à partir de là, ils sont un peu plus à même de parler à cette communauté-là, c'est-à-dire qu'ils les affectent peut-être un petit peu moins que les personnes d'autres communautés. En tout cas, il y a une connivence qui peut se créer, notamment parce que parfois ils parlent le même dialecte. Et ce qui fait que ces gens ne se seraient pas forcément fait détecter s'ils avaient parlé avec d'autres personnes, toi ou moi par exemple. Ouais. Mais là, comme ils sont en confiance, ils vont y aller. Et à partir de là, ils vont pouvoir établir un petit peu leur statut sérologique. Donc c'est là en fait tout l'intérêt de cette association-là. Bon, allez, on écoute. Bonjour, nous sommes en direct de la mairie de Montreuil, le 1er décembre, la journée spéciale sur le VIH et le sida, et j'interviewe l'association Avenir Afrique. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, s'il vous plaît? Oui, notre association s'appelle Afrique Avenir plutôt. Oh, pardon. Et c'est une association qui est basée à Paris, au 22 rue des Archives, 4e arrondissement à Paris. Et nous faisons de la prévention santé en général. Et ici, nous sommes là pour le sida. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites, comment ça marche pour faire cette prévention? Au fait, pour la prévention, nous avons plusieurs actions que nous menons auprès des publics, surtout subsahariens. C'est notre public cible, le public subsaharien et Caraïbes. D'accord. Et nous allons dans les lieux de fête, dans les lieux de vie. Les lieux de fête, les salles de fête, les restaurants, les salons de coiffure et les grandes rues, les gares là où passent les populations d'origine sud-africaine et afro-caribéenne. C'est ça notre public cible. D'accord. Et vous les dépistez, vous leur proposez un dépistage, vous leur parlez de prévention, de MST, de VIH? Oui, le dépistage, c'est une des activités de l'association. Mais nous faisons de la prévention santé, comme je l'ai dit en premier lieu. Et en ce qui concerne la prévention sur le sida, il y a le volet dépistage du VIH que nous faisons. Il y a aussi le dépistage du VIH-C, de l'hépatite C. Parce que nous faisons aussi de la prévention sur les hépatites, les cancers et la tuberculose, et ainsi de suite. Nous donnons de l'information en ce qui concerne toutes ces maladies et nous donnons les pistes pour arriver à avoir accès aux soins. C'est ça. D'accord, donc par exemple, je vois ici que vous avez de la documentation, vous distribuez des préservatifs, des fémidons, ce genre de choses? Oui, c'est de la documentation que nous distribuons gratuitement au public. Et il y a aussi le magazine d'information sur la santé que nous diffusons avec Santé publique France. Donc tout ça, ce sont des outils qui nous permettent d'apporter de l'information adaptée au public que nous ciblons. D'accord. Et vous pensez que vous êtes plus à même effectivement de vous adresser aux populations subsahariennes et Caraïbes, tropiques, etc. Oui, parce que nous sommes totalement intégrés au sein de ces communautés qui nous acceptent pratiquement dans leur lieu de vie. Les soirs, aujourd'hui, nous serons par exemple au Palacio. Et là, ce sont ce type de population qui se trouvent là-bas. Et au sein du Palacio, même, on fera la fête. Les gens vont fêter, il y aura de la musique, ils vont danser comme d'habitude. Et nous aurons un espace dans lequel nous installerons notre bureau de réception des personnes et un bureau pour faire le dépistage. Donc les gens vont faire les tests. Tout en s'amusant. D'accord. J'ai vu que vous aviez effectivement garé un gros camping-car avec marqué unité mobile dépistage, VIH, sida, hépatite. En fait, vous dépistez sur place, si je comprends bien. Oui,
Ça, c'est un outil qui nous a été gracieusement offert par la mairie de Paris et qui nous permet d'avoir un espace de dépistage de proximité. Donc, partout où se trouve notre public cible, nous sommes à mesure, avec cet outil, d'y aller et de faire les tests même dehors dans les véhicules. Donc, on n'a pas besoin de chercher un bureau par-ci, par-là. On a directement un espace pour faire les tests. Et c'est un dépistage immédiat, si je comprends bien. Oui, c'est un TROD, un dépistage qui vous prend tout au plus 15 minutes. C'est-à-dire, le prélèvement, c'est un prélèvement capillaire qui se fait au bout du doigt. Et en moins de 15 minutes, vous avez votre résultat. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça permet effectivement de rassurer les gens et de leur permettre de se dépister même pendant qu'ils font la fête, alors qu'ils n'y auraient pas forcément pensé. Tout à fait, parce que l'objectif, c'est d'arriver à donner l'occasion à toute personne, à tout le monde, à la majorité, à la grande partie de cette population de faire le test, de savoir quel est l'état sérologique pour chacun, que chacun sache. Et nous espérons que de cette manière-là, nous allons contribuer à la lutte contre le sida, c'est-à-dire arriver à éliminer, à éradiquer les nouvelles contaminations, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de nouvelles contaminations lorsque chacun saura quel est son état sérologique et que ceux qui sont séropositifs seront mis sous traitement. On estime qu'on pourra, à partir de là, ne plus avoir de nouvelles contaminations, c'est-à-dire arrêter le VIH. Il me reste juste à vous remercier pour cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je vous en prie, je vous remercie pour votre dynamisme aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était donc à la mairie de Montreuil. À la mairie de Montreuil, effectivement. Oui. Ouais. Sympathique et charmant ces gens. Moi, j'avais déjà écouté l'entretien en préparant cette émission. D'où est venue l'idée, comme ça, tu t'es dit, je vais me balader avec mon enregistreur et tiens, je vais... Non, simplement, effectivement, en fait, je les ai croisés vendredi, parce que j'étais à Montreuil, voilà, j'étais là en train de me promener, en train de faire mes courses, et j'ai vu qu'ils étaient là, et là, du coup, ça m'a intéressé, parce que c'est la première fois que j'entendais parler d'Afrique à venir, et que la démarche était extrêmement intéressante. Ouais. J'avais déjà entendu que les associations avaient parfois quelques problèmes pour toucher ces communautés-là. Le fait de les voir là, de dire, tiens, eux, ils y ont pensé, ils le font, c'est génial, tout simplement. Tu vas pas essayer de lui vendre des sextoys ? Parce que là, on est quand même décontenancé par le sujet de la chronique, ça change d'habitude. Ils avaient des capotes. Ils avaient des féminons et des capotes, monsieur. Donc quand même, on n'est pas. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Tu voulais intervenir, Nicolas, non ? Merci, Gwenaël. Avec plaisir. Tout à l'heure, en fin d'émission, donc ce sera... Une seconde chronique, cette fois-ci, ce sera Ed qui sera interviewé. Ouais. Nous allons tout de suite passer au sport avec Jérôme. Chronique Paris 2018, jour J, moins 243. Et oui, un petit point sur l'actu. Et comme tu dis, Brahim, nous sommes à 243 jours du début des Gay Games de Paris 2018, les Jeux de la diversité. Alors, à l'heure où le sextuple champion du monde en petit bassin, Mark Foster, a fait son coming out, eh bien, comme le dit notre ami Antoine Leblanc, dans une magnifique étude parue dans les cahiers de géographie du Québec, Paris 2018 est un projet à la fois sportif, mais aussi urbain, voire un projet de ville. Ce grand événement mondial pourrait dépasser, je le cite, la lutte contre les discriminations liées au genre et amener plus généralement de meilleures pratiques d'accueil d'autres catégories de population dites invisibles ou discriminées. Je pense à nos amis handicapés ou aux personnes âgées. Parlons sport maintenant. Aujourd'hui, grand jour pour le patinage artistique, n'est-ce pas ? Et oui, Brahim, un grand jour puisque à partir d'aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes pour la compétition de patinage artistique et de danse sur glace. Cette compétition comporte plusieurs épreuves de 3 minutes en solo, en couple dames, en couple homme, couple mixte et en ensemble de 3 à 7 personnes. Pour les équipes, c'est-à-dire plus que les ensembles, c'est 8 à 12 personnes sur la glace et c'est 4 minutes 30 de programme. Enfin, comme dans toutes les compétitions de patinage artistique, il y aura un gala en fin de semaine avec les meilleures prestations, donnant au public une vision complète de ce que les participants aux Gay Games peuvent réaliser. On parle argent cette fois-ci, alors quel est le tarif d'inscription pour le patinage artistique ? Alors,
On va parler argent, on sait que chaque sport a ses spécificités d'organisation. Aussi, le prix de l'inscription pour le patinage artistique est de 80 € au lieu de 110, et ce jusqu'au 17 décembre prochain, c'est-à-dire dans 13 jours. Dépêchez-vous de vous inscrire sur le www.paris2018.com. Il reste 215 places à pourvoir. Il faut juste être muni d'une licence d'une fédération de sport de glace, n'importe quel pays, et avoir 18 ans, et votre plus grand bonheur sera au programme. Mardi dernier, Pascal Rintaud et Emmanuel Picot avaient rendez-vous à la mairie de Paris. Et oui, les coprésidents de Paris 2018 ont rencontré Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris, pour discuter sur l'avancement des Gay Games à Paris, avec entre autres des sujets comme la cérémonie d'ouverture au stade Jean Bouin, la soirée d'ouverture au Grand Palais et beaucoup d'autres sujets. Cérémonie d'ouverture, soirée de clôture, il y a des dates à retenir ? La soirée d'ouverture, oui. Il y a deux choses qui concernent l'ouverture, la cérémonie et la soirée. Alors, c'est le 15 décembre. La billetterie des événements ouvrira le 15 décembre pour toutes celles et ceux qui souhaitent d'ores et déjà organiser leur semaine du 4 au 12 août 2018. Alors, qu'est-ce qu'on trouve parmi les événements de Paris 2018 en plus de la cérémonie d'ouverture ? Des concerts, des soirées, le gala de danse et de patinage, des visites guidées quotidiennes, une croisière by night sur la Seine et bien entendu le Pink Flamingo. Point culminant et grand final des compétitions aquatiques avec nos amis de la natation, de la synchro, du water polo, de nos passionnés d'eau libre et du plongeon. Ce sera dans l'eau, mais aussi autour du bassin, aussi délirant que coloré. Le thème de ce Pink Flamingo 2018, je vous le donne en mille, French Kiss. C'est drôle. Donc un mois de décembre très très chargé pour Paris 2018, n'est-ce pas ? Tout à fait, Brahim. Un petit mot sur l'affiche. Vous savez, cette flamme aux couleurs arc-en-ciel qui brille dans la nuit étoilée, hashtag Holy Call, hashtag Gay Games, des jeux pour le respect. Eh bien, au cours de ce mois de décembre, cette affiche sera déclinée sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux où on vous invite d'ailleurs à suivre l'actu sur les pages Twitter, Facebook, Instagram de cette 10e édition des Gay Games Paris 2018, les Jeux de la diversité. Il y aura beaucoup d'actu prochainement, 36 sports, du squash, qui est, selon le dernier article de l'équipe, le sport à pouvoir apparaître parmi les candidats pour les JO 2024, et ça serait bien aussi. Le hockey sur glace, le hockey sur gazon, le bowling, de la boxe, du cyclisme, du triathlon, du softball, le cousin du baseball, du tennis de table, de la lutte, du handball. J'en profite pour passer un coucou à nos bleus actuellement au mondial, du volley, du beach volley, enfin bref, plein de sports, une grande fête, bref, inscrivez-vous, www.paris2018.com. Merci Jérôme. Alors, est-ce qu'il y a des inscrits parmi vous ? Est-ce que vous avez pensé à participer aux compétitions ? Moi, perso, c'est juste... c'est à peine narcissique ce que je viens de dire. Mille excuses. Non, moi, je vais faire du bowling ou alors de la pétanque. Ah ouais. Bon, je suis très boule. Ça te va bien. Il y a beaucoup de gens qui sont très boules ici, mais peut-être qu'ils vont passer à autre chose. Moi, je serai dans les tribunes à observer et... particulièrement le water polo. J'ai un très très bon souvenir des Gay Games à Rotterdam avec le water polo. Je pense que je vais passer ma journée. Avec les pratiquants de water polo ou carrément le plaisir de regarder ? Je serai dans les tribunes. Je ne serai pas. Non, parce que c'est des violents quand même. Ouais. Je ne serai pas dans les vestiaires, dans les tribunes. Dans les tribunes. J'y crois à moitié, mais bon. Nicolas, tu as pensé à participer ? Absolument pas. Non, pas du tout. Non, c'est pas ton truc. Non, mais je pensais pas mon truc. Mais enfin, là, déjà le patinage c'est mort puisque j'ai pas de licence d'une fédération de patinage quelque part en Europe ou dans le monde. Donc voilà, je me sens exclu. Et toi, Cyril ? Il faut venir dans le public. Moi, j'ai hâte que ça se termine parce que je déteste le sport et je pense que c'est très mauvais pour la santé. Non. Comment tu peux dire ça ? Voilà, parce que je suis en pleine santé et je fais jamais de sport. Non, je rigole. D'ailleurs, je vous propose d'interviewer les Gay Games sur ce qu'ils pensent de Chéri Chéri, en fait. Savoir si... Oui, voilà, c'est plus intéressant. Catherine, le patinage ? Alors, le patinage, non, mais peut-être au tennis, qui est mon sport à la base. Et sinon, ça n'a rien à voir, mais moi aussi, j'hésite peut-être avec la pétanque. Ah oui. Ouais. Et alors, Yolanda, qu'est-ce qu'elle pourrait pratiquer, Yolanda ? Notre comédienne ? Oui, il faut se rapprocher un peu du micro. En talon aiguille, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Talon aiguille. Il y a de la danse. La course de talon aiguille. Oui, c'est vrai, c'est aiguille. Non, mais sinon, il y a de la danse. D'accord. Danse pour Yolanda. Merci, Jérôme, pour cette chronique. Au micro,
L'émission qui se prend au mot. Je suis très heureuse d'être avec la grande famille. Très heureuse. pardon, ouais, non, mais voilà. c'est Yolanda là, qui Ça, c'est ressort, Yolanda, là. oui, c'est Yolanda. Très heureux d'être avec la grande famille d'Homo Micro. On est vraiment nombreux, ça fait plaisir aussi de te revoir, toi Sylvain, qui te fait quand même assez rare au micro. Ben non. Ouais. Enfin non, je pars en vacances, je travaille, je vois qu'il y a du monde à la radio. Ce soir, je me suis dit, il n'y aura personne, je vais venir. Ouais. Donc tu veux dire ceux qui sont réguliers à Homo Micro s'emmerdent dans la vie? Ah non, pas du tout. Non, justement, ils partent en vacances. Ouais. On parlait tout à l'heure des Gay Games et on a aussi Mathieu qui était venu tout à l'heure avec un invité, Olivier. Donc, toi, tu t'es inscrit concrètement pour quelle discipline? Haltérophilie et boxe poids lourd. Ouais, ouais. Ah oui, je me suis bien dit à haltérophilie avec ton gabarit. Surtout, ne mettez pas YouTube. Ah ouais. Croyez-moi sur parole. Bon, ben, c'est au moins le premier inscrit. Moi, certainement le football. On revient au SIDA pour parler de l'association Aide. Et tu as rencontré qui? Alors j'ai rencontré Wanel. Aide, effectivement, qui était présent également. Aide, on les connaît déjà un peu plus de nom déjà, ou par leur implication, sachant que c'est un réseau qui est national. Et avec eux, en fait, j'ai parlé de 3 sujets distincts. D'abord, j'ai parlé effectivement de comment se déroulait concrètement un dépistage express, parce que souvent ça fait peur, on dit que ça va prendre du temps, on voit pas trop, est-ce que l'aiguille fait mal, etc., les résultats, est-ce que c'est anonyme, toutes ces questions, on va y répondre dans le reportage. On va également parler du 90-90-90, ça je vous laisse découvrir ce que c'est, surprise. Et enfin, on parle également de PrEP, parce que Aide s'y intéresse, et du coup, c'est vrai que c'est pas mal d'en parler. Allez, on écoute. Bonjour, je suis avec Jennifer de l'association Aide, et donc ensemble on va parler de dépistage rapide, on va également parler de 90-90-90, l'objectif qu'elle a pour 2030, et on va également parler de PrEP. Jennifer, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler effectivement, nous expliquer un petit peu de A à Z ce que c'est que le dépistage rapide, s'il te plaît? Alors le dépistage rapide avec Aide, c'est la possibilité de connaître son statut sérologique en une vingtaine de minutes. Alors en fait, on appelle ça le TROD, c'est un test rapide à orientation diagnostique. Donc ça veut dire que nous, on est des militants, on est formés par l'ARS pour pouvoir faire ça. L'idée, c'est de permettre aux personnes de s'orienter dans leur parcours de santé. Donc le test, il a une fenêtre de 3 mois. C'est-à-dire que c'est une photographie du statut sérologique des personnes il y a 3 mois. Donc on encourage les personnes en fonction, de leur fréquence sexuelle de faire des dépistages soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois. L'idée c'est qu'en fait on a besoin que de quelques gouttes de sang, de prélever que quelques gouttes de sang au bout du doigt pour pouvoir connaître le statut sérologique de la personne. On a un réactif qui va aller chercher s'il y a présence d'anticorps au VIH ou pas. Donc en fait la personne elle sort de l'entretien avec le résultat de son statut, le résultat de son dépistage. Ça nous permet en fait aussi de pouvoir ouvrir un espace pour les personnes pour qu'elles puissent en fait parler sexualité, pour qu'on puisse avec elles parler sexualité, parler plaisir et parler prévention. Donc il y a 2 possibilités, donc à la fin du test, si j'ai bien compris, c'est soit positif, soit négatif. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe dans les 2 cas, s'il te plaît? Donc l'enjeu, moi mon objectif quand je suis en entretien avec une personne, c'est toujours qu'elle parte avec des outils à la fin. En général, je parle avec les personnes d'échelle du risque dans le pré-test, en parlant par exemple de pratiques sur lesquelles les personnes n'ont pas forcément identifié qu'il y avait un énorme risque, comme par exemple des pratiques comme la fellation, etc., pour les calquer, pour qu'elles puissent identifier où est-ce qu'elles prennent des risques. Voilà. Donc l'idée c'est de faire formuler aussi aux personnes, partir des connaissances des personnes et non pas avoir un entretien qui soit complètement descendant. D'accord ? Donc avant de procéder au test, on fait une préparation du test. L'idée c'est de savoir comment la personne va réagir, qu'elle se mette aussi en situation si le test était positif ou négatif et lui expliquer à l'avance ce qui va se passer si le test est négatif ou si le test est positif. Voilà. Donc si le test est négatif, on a l'impression que c'est gagné ou quoi que ce soit. Non, l'enjeu en fait, quand la personne sort de l'entretien avec un résultat négatif, c'est de savoir, c'est qu'elle puisse elle-même se projeter. Moi, je pose toujours la question de savoir comment est-ce que tu vas rester séronégatif derrière, après l'entretien qu'on vient d'avoir, avec le recul que tu peux avoir sur tes pratiques. Comment derrière, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour rester séronégatif ? Si le test est positif, derrière, l'idée, ce qu'on veut transmettre à la personne comme idée, ça va être tout simplement qu'elle puisse savoir que derrière, elle n'est pas toute seule. Nous, on a des partenariats avec des médecins aux alentours. L'idée, c'est qu'elle puisse faire un test de confirmation très rapidement avec un médecin et avoir donc un rendez-vous rapide et qu'on puisse l'accompagner en fait dans son rendez-vous médical derrière.
qu'elle soit rassurée aussi sur le fait que le résultat est absolument confidentiel. Tout ce qui se passe en entretien est absolument confidentiel, rien ne sort de la pièce, quoi. Alors j'ai aussi vu sur votre stand que vous aviez affiché l'objectif 90, 90, 90. Alors bon, je suppose que c'est pas un tour de taille. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? En effet, l'objectif 90, 90, 90, c'est dans le cadre de... Ça a été mis en place, ça a été pensé par des experts sur, par exemple, Paris sans sida, et notamment dans le cadre aussi de Seine-Saint-Denis sans sida. Donc 90, 90, 90, ça veut dire quoi? Ça veut dire 90% de la population générale dépistée, 90% des personnes dépistées positives sous traitement et 90% des personnes sous traitement en charge virale indétectable. Ça permet en fait d'avoir comme objectif d'ici 2030 de pouvoir faire cesser les contaminations VIH tout simplement. Superbe objectif. On va parler de PrEP également, puisque c'est quelque chose, c'est un traitement qui a été mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus effectivement par rapport à ça? Enfin, est-ce que tu le vis? Comment ça se passe au quotidien avec les personnes qui sont sous PrEP et que tu peux suivre? Alors en fait, ça fait 2 ans depuis que la PrEP qui a été mise en place dans les CGID en France, qu'on travaille avec le CGID de l'hôpital de Montreuil. Donc dans ce cadre-là, moi je fais de l'accompagnement PrEP auprès donc des usagers qui sont suivis par le médecin là-bas. PrEP, ça veut dire prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement pré-exposition contre le VIH qui permet en fait aux personnes vulnérables de pouvoir se protéger contre le VIH tout simplement. Donc ça va être en fonction de la personne. Il y a différents schémas de prise en fonction de si on est un homme ou si on est une femme. Tous les renseignements sont sur le site internet de prep-info.fr. Il y a les schémas de prise, il y a les publics qui sont principalement visés par cet outil de prévention, il y a tous les centres où on peut se procurer la PrEP. Ce qui est génial avec en fait cet outil, c'est que ça permet d'avoir un suivi régulier, notamment sur les IST, tous les 3 mois, un test sur les IST, donc c'est-à-dire de pouvoir rapidement les dépister et les traiter, d'avoir des espaces régulièrement ouverts avec l'accompagnement communautaire qui est mis en place notamment par Aide, un espace ouvert pour parler de sa sexualité, de ses prises de risques, de ses plaisirs, parce qu'on est aussi dans le cadre de la sexualité, donc c'est la question du plaisir, comment est-ce qu'on prend son plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour ce reportage, Gwenaëlle, très intéressant. Oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de la recevoir un jour en direct. La personne de chez elle, effectivement, Jennifer. Je vais lui parler, mais pas de problème, je peux l'inviter. Merci. Ça te change un peu de passer aux interviews, reportages, hein? C'est chiant. Merci Sylvain. Non mais c'est chiant, moi je suis comme Cyril, on était habitué à... On veut du cul. On veut du cul quoi. Et puis en plus aujourd'hui il a un très beau pull en mohair rose. C'est du cachemire. Alors Cyril, le festival Chéri Chéri s'est achevé il y a maintenant 2 semaines. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé dans l'ensemble? C'était une édition vraiment exceptionnelle, je le dirai jamais assez. On a connu une fréquentation record avec environ 30% d'augmentation par rapport à l'an dernier. On ne s'explique pas encore très bien pourquoi. On réfléchit un petit peu à tous les paramètres qui ont pu jouer, mais voilà, c'est vraiment assez étonnant. Pour nous, c'est vraiment la plus belle des récompenses de constater que le public répond présent et adhère à notre programmation. Quels ont été les temps forts ? Déjà, ça a commencé très fort avec le film d'ouverture Seule la Terre, God's Own Country en version originale, de Francis Lee, qui sort ce mercredi au cinéma et qui a vraiment enthousiasmé nos spectateurs. C'est un film bouleversant qui raconte l'histoire d'un jeune agriculteur anglais qui vit dans un petit coin paumé et dont le quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'un autre jeune homme, un Roumain, qui cherche du travail. Alors il y a un petit côté Brokeback Mountain, bien entendu, mais moi j'ai trouvé ça encore mieux parce qu'évidemment il y a une histoire d'amour qui va se nouer entre les deux fermiers, si on peut appeler ça des fermiers, et il y a un vrai rapport à la nature, hyper sensuel, voilà, c'est vraiment un film à la fois sensuel et sauvage, très sensible sans être mièvre, et pour moi c'est un film qui fera date parmi les plus belles histoires d'amour entre hommes au cinéma. Donc je vous recommande vraiment de vous précipiter dès mercredi pour voir Seule la Terre. Comme faire venir par exemple l'une des participantes, non ? Des participantes de... C'est la question que tu m'as écrite. Ah non, ouais. C'était pas... J'ai sauté un paragraphe. Bon. Ça va très très mal. Ah non, mais les relances c'est nouveau, on teste. Alors voilà, il faut nous pardonner un petit peu. C'est les versions nouvelles versions. Si tu veux, on va interrompre ta chronique parce que nous avons l'intervenant qui normalement nous écoute. C'est un teaser alors. Monsieur Jean Spiry, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes président du CRIPS Île-de-France et conseiller régional Île-de-France. Merci de répondre à l'invitation par téléphone au micro. Et vous êtes tout de suite l'invité de Catherine Michaud. Bonsoir Jean. Alors nous, on se tutoie dans la vie, donc on va se tutoyer à l'antenne ce soir. Sois le bienvenu sur Homo Micro. C'est une première pour toi, je crois. Alors, j'ai été interviewé à la Marche des Fiertés il y a 1 an, mais la première intervention sinon. D'accord. Je découvre la chronique cinéma qui m'a l'air très bien. Oui, tu pourras écouter la suite. Le CRIPS, c'est le Centre régional d'information et de prévention du sida pour la santé des jeunes. Ce soir, nous faisons une émission principalement dédiée à la Journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que tu peux peut-être tout d'abord nous présenter le CRIPS, son travail, ses missions ? Alors oui, le CRIPS, c'est une institution qui a été fondée en 1988. C'est une des plus anciennes associations de lutte contre le sida. Est née de l'engagement de la région Île-de-France, avec une spécificité, c'est que la moitié des nouvelles contaminations ont lieu en Île-de-France. Et aujourd'hui encore, il y a 1/3 des personnes vivant avec le VIH qui vivent en Île-de-France. Donc il y a une vraie spécificité francilienne. Et en fait, c'est un établissement qui intervient dans les lycées et les CFA pour faire de la prévention, pas que sur les questions d'ailleurs d'IST et de lutte contre le VIH, mais ça a toujours été un axe très fort de notre action. Donc il y a une double action, lutte contre le VIH-Sida, toute population, et avec un focus particulier sur les populations les plus concernées, et puis une autre intervention qui est liée, qui est la santé dans les lycées, les CFA, mais qui est importante puisque l'épidémie repart chez les jeunes, et notamment chez les jeunes gays. D'accord. La santé publique France décompte 6000 personnes ayant découvert leur séropositivité en 2016. Pour arriver un jour à zéro transmission, l'implication, l'engagement des politiques, des collectivités locales comme la région Île-de-France ou encore du gouvernement, de la ministre de la Santé est absolument nécessaire et je dirais même fondamentale. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France depuis décembre 2015, a lancé il y a quelques mois un projet dénommé Une région Île-de-France sans sida. Quelle est la genèse de ce plan, ses moyens, les actions mises en place? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, il y a tout un mouvement des villes qui se sont engagées dans la lutte contre le VIH, parce que c'est à l'échelon des villes qu'on peut peut-être mener les politiques les plus adaptées en direction des bonnes populations et sur les bons territoires. Donc il y a eu un mouvement autour de San Francisco, New York, Londres, et la ville de Paris s'est lancée d'abord avec aussi un plan Paris sans sida. Et nous, il nous a semblé important de l'étendre à l'ensemble de l'Île-de-France parce que d'abord la sociologie parisienne n'est pas la même que l'ensemble de l'Île-de-France, et puis le virus ne connaît pas la frontière du périphérique. Donc on s'est dit qu'il fallait avoir une vraie mobilisation à l'ensemble de l'échelle de la région. 12 millions de personnes, la région la plus peuplée de France. Et puis avec des grosses particularités, c'est-à-dire à la fois beaucoup de contamination chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, homosexuels, bisexuels, et puis aussi une grosse part de contamination sur les personnes migrantes, notamment les femmes migrantes d'Afrique subsaharienne, et qui sont souvent contaminées après leur arrivée en France. C'est important de le dire, parce que c'est une idée reçue. Et en fait, notre plan, qui représente un engagement d'1,5 million d'euros cette année, est très orienté sur le dépistage, donc financement d'autotests distribués après par les associations gratuitement, financement de bus de dépistage TROD avec des associations, beaucoup de communication, notamment sur les nouveaux modes de prévention comme la PrEP, bien sûr le préservatif, mais aussi la PrEP, et puis toute une partie aussi financement de centres de santé. Par exemple, on aide à la réinstallation du 190, qui est un grand centre de santé sexuelle d'AIDS, qui est dans le centre de Paris. On a un gros projet aussi qu'on finance, qui est un centre de santé pour les personnes vivant avec le VIH, et puis un volet recherche aussi. Donc on essaye d'être sur la prévention, le dépistage, la recherche, l'accueil, et aussi la lutte contre la discrimination, puisque c'est une partie importante quand on parle de lutte contre le sida, de parler de lutte contre la discrimination. Voilà. Tout à fait. Donc une mission aussi transversale avec la ministre de la Santé et d'autres ministères comme l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale. Ben oui, et puis en matière de dépistage, il y a une vraie priorité en fait du dépistage en France. En fait, nos chiffres sont stables. On a dit 6 000 nouvelles contaminations. Alors, il y a toujours un an de retard. C'est les chiffres 2016. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que 43% des gens qui ont découvert en fait leur séropositivité cette année l'ont découvert à l'occasion de leur premier test de leur vie. Et ça, c'est particulièrement inquiétant quand on sait qu'il y a des recommandations de dépistage pour les populations les plus touchées qui sont souvent à 3 mois, 6 mois, etc.
on a une découverte moyenne qui est à 3 ans après la contamination. Ce qui veut dire qu'on a des personnes qui, malheureusement, sont déjà avec des problèmes de santé importants alors qu'elles auraient pu les éviter. Ok. Donc, en somme, puisqu'on n'a toujours pas de vaccin, malheureusement, contre le sida, on accentue le dépistage, la prévention, et puis, bien sûr, le mot d'ordre aussi, ce sera la capote. Alors, on n'a pas de vaccin, mais ça c'est vrai. Mais on a des médicaments qui permettent de vivre avec le VIH. Alors c'est lourd, c'est une maladie chronique, ça reste une maladie. Mais aujourd'hui, on vit avec le VIH, c'est important de le dire. Aujourd'hui, les nouvelles générations de traitements font qu'une personne séropositive sous traitement, au bout d'un certain temps, n'est plus contaminante. Il faut aussi le rappeler, ne transmet plus le virus. Et puis on a énormément d'outils de dépistage nouveaux qui ont fait leur apparition. On en a parlé, il y a les autotests, les tests rapides qui sont facilement accessibles. Et puis en effet, il y a la priorité au préservatif, qu'il faut redire inlassablement, mais il y a aussi pour les populations les plus touchées, les plus à risque, des nouvelles thérapeutiques de prévention comme la PrEP. Donc aujourd'hui, on n'a pas le vaccin, mais on a des outils pour soigner, on a des outils pour prévenir, et donc c'est très important d'aller au dépistage, parce que savoir, c'est ce qui permet d'avoir la prévention la plus adaptée, et puis bien sûr d'entrer dans le soin quand on est déjà infecté par le virus. Nicolas souhaite intervenir. Oui, bonjour Monsieur Spiri, Nicolas Rividi pour Homo Micro. J'ai une question assez directe en fait. Est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le VIH-Sida quand on a Sens commun et la Manif pour tous dans sa majorité régionale? Alors, très simplement, la réponse est par la preuve. Je crois que quand on a réussi à débloquer autant de budget, quand on a voté à l'unanimité, c'est-à-dire tous les groupes politiques confondus, l'engagement Île-de-France sans sida, ça montre qu'il y a une volonté politique et qu'elle a été partagée par l'ensemble des parties prenantes. Ça a été voté à l'unanimité de tous les groupes, depuis la France insoumise jusqu'au Front National, que je ne mets pas sur le même plan. Donc ça a été un engagement unanime. Donc oui, c'est la preuve qu'on peut, avec de la volonté politique, imposer une thématique forte. En tout cas, moi, je trouve que j'ai pas eu de mal à partager avec Jonathan Miro, qui est l'autre ambassadeur de la région. On a travaillé très bien ensemble, gauche et droite, et à chaque fois avec le soutien de la présidente de région Valérie Pécresse et de la vice-présidente Farida Adlani. Mais par ailleurs, ces gens qui votent en faveur du plan région Île-de-France sans sida continuent à marginaliser, à discriminer les personnes homosexuelles, les personnes... voilà, c'est quand même assez paradoxal. Vous ne trouvez pas qu'il y ait cette... pour la façade, finalement, une espèce d'ouverture de la part de ces gens-là qui, derrière, continuent à entretenir. Il suffit de voir leurs tweets. Voilà, c'est quand même assez paradoxal. Nous, notre action, c'est pas de la façade. À ce niveau d'engagement financier, à ce niveau d'engagement personnel des uns et des autres, ça, c'est pas de la façade. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on arrive à faire comme action. En revanche, moi, je l'ai clairement dit, et je l'ai dit dans l'hémicycle régional à chaque fois que j'en ai l'occasion, il n'est pas possible de délier la lutte contre le sida et la lutte contre l'homophobie. Ce n'est pas possible, comme il n'est pas possible de délier le sida et la lutte contre le racisme, le sida et la lutte contre le sexisme, le sida et les questions de consentement. Ce n'est pas possible. Donc c'est un tout. Donc toute personne qui en effet veut marginaliser les personnes homosexuelles, toute personne qui refuse des droits aux personnes homosexuelles, comme d'ailleurs on peut parler de la question de l'accès aux droits des migrants, ça fait partie aussi des questions, ne participe pas à la lutte contre le VIH-Sida. C'est clair. Ça, c'est ma position. Et j'ai toujours été libre de l'exprimer. Question franche, réponse franche. Merci beaucoup, Jean Spiri. On le rappelle, président du CRIPS, conseiller régional Île-de-France. Vous qui êtes un proche de Madame Valérie Pécresse, est-ce que vous pensez qu'elle a tout à fait le profil de devenir un jour présidente? Et ça peut être une femme, peut-être, non la prochaine femme présidente de la République, non? Alors on m'avait pas dit qu'on allait partir. Moi non plus. C'est futur. Moi, je pense qu'elle a, en effet, d'abord, c'est pas ses qualités sont pas liées au fait d'être une femme ou un homme, parce qu'elle a des qualités de présidente de région qui sont extrêmement importantes, et du coup, qui lui donnent pour moi des qualités, peut-être un jour de chef d'État. Mais ce qui est clair, c'est que moi, j'apprécie le travail qu'on fait à la région. C'est un travail concret. C'est un travail d'engagement sur les transports, ça, et aussi sur la lutte contre le sida. Parce qu'au début, quand on a commencé à travailler dessus, on nous a dit « Ah, c'est très bien, là, vous faites des engagements, etc. » Mais on attend les actes. Je crois que quelques mois après, je vous dis que ce soit en termes d'engagement financier
en termes d'engagement politique, en termes de travail avec l'ensemble des associations. L'ensemble des associations, quelles que soient parfois les frictions qu'on peut toujours avoir quand on travaille dans le monde associatif. Voilà, il y a un travail qui est là et qu'on compte bien poursuivre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est les résultats. Merci. Après, voilà. Merci pour votre travail et merci pour votre engagement. Merci d'être intervenu à Homo Micro. Merci, à bientôt. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Le débat s'est poursuivi donc pendant la pause musicale, mais tu voulais intervenir à propos de Valérie Pécresse. C'est vrai qu'elle a soutenu Chéri Chéri. Oui, la région Île-de-France soutient Chéri Chéri. Et voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de régions qui sont passées à droite. Celle de Laurent Wauquiez, pour ne pas la citer, qui a coupé, lui, toutes les subventions au festival de films LGBT en région Rhône-Alpes. Ça concerne 3 festivals importants, Saint-Étienne, Grenoble et Lyon. Donc voilà, pour l'instant, nous, on n'a pas de problème à Paris et j'espère que ça continuera comme ça. Et bien sûr, même peut-être encore mieux pour qu'on puisse travailler davantage sur nos missions. Voilà. Alors, on revient à ta chronique à propos du festival Chéri Chéri. On en était donc au temps fort. Oui, parmi les temps forts, il y avait également notre soirée pyjama. C'était la première fois qu'on proposait une soirée un peu décalée comme celle-ci. C'était vraiment une ambiance de folie complètement déjantée. Il y a eu le film Mean Girls, Lolita malgré moi. Il y avait des clips de divas, tout le monde dansait dans le cinéma, c'était surréaliste. Les gens jouaient le jeu, ils étaient costumés en pyjama. Il y avait vraiment une ambiance de dingue. Et également la soirée RuPaul's Drag Race, vous savez, cette émission culte diffusée aux États-Unis et depuis peu en France, mais qui a déjà vraiment des fans qui sont tous mobilisés. Et ça a cartonné cette soirée. Du coup, on pense à faire quelque chose d'encore plus grand l'an prochain autour de cette émission. C'est-à-dire ? Par exemple, inviter l'une des participantes. Oui. Je sais que c'est un vrai événement à chaque fois qu'elles viennent à Paris. Donc voilà, c'est vraiment un de nos objectifs pour l'année prochaine. Faire venir une ou plusieurs des drags de Drag Race. Et RuPaul. Et RuPaul, alors c'est accessible, RuPaul. Allez, jamais. Un objectif, allez. Soyons fous. Ce serait énorme. Donc, dans le domaine des palmarès, donc, qui a été récompensé, tu peux nous dire ? Oui, alors, je vais aller un peu vite. Je ne vais pas évoquer les courts-métrages et les documentaires, malheureusement, mais pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir sur notre site l'intégralité du palmarès et découvrir les films qui ont gagné dans les catégories courts-métrages et documentaires. En ce qui concerne les longs-métrages que vous pourrez découvrir en salle, il y a Battle of the Sexes, dont a déjà parlé notre ami Éric Brulin, ici, puisque c'est Emma Stone qui a remporté le prix d'interprétation du festival Chéri Chéri. Donc. Et elle est venue chercher quoi exactement ? Le prix, pardon. Oui, non, elle n'est pas venue. Les relances, ça marche pas. Ça pour marche l'instant. pas. Non, ça ne va pas du tout. C'est pas grave. Non, elle n'est pas venue chercher le prix, malheureusement, Emma Stone, même si maintenant on récompense des stars hollywoodiennes. Ils ne sont pas encore suffisamment mobilisés pour venir jusqu'à Paris, mais ça ne saurait tarder, j'y crois. En tout cas, le responsable de la Fox en France, il va venir chercher le prix et lui envoyer à Hollywood, ça c'est vrai. Sinon, le prix du jury a été attribué au film Heartstone, qui sortira le 27 décembre. C'est un magnifique film islandais sur 2 adolescents qui sont très amis et dont la relation va être perturbée par le désir que l'un éprouve pour l'autre. Alors vous me direz, c'est une histoire un peu classique, mais bon, là déjà, il y a les décors, les paysages absolument sublimes de l'Islande qui créent une atmosphère très particulière. Et surtout, c'est un film vraiment sur l'isolement, sur les prisons intérieures, parce que si paradoxalement les personnages sont très souvent dehors en communion avec la nature, on sent bien l'impossibilité pour eux de sortir de ce cadre qui leur est destiné. Et on ressent profondément le désespoir et ce sentiment d'impuissance aussi chez le personnage qui n'est pas gay, qui ne sait plus comment communiquer avec son ami. Donc là aussi, on vous recommande de vous précipiter en salle le 27 décembre pour découvrir Heartstone. Alors, qui a remporté le Grand Prix cette année ? Alors, c'est un véritable chef-d'œuvre. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur immédiat. C'était vraiment un de mes favoris, mais je suis pour rien du tout qu'il ait gagné. D'ailleurs, on commence beaucoup à parler de ce film. C'est Call Me By Your Name. On peut faire le parallèle avec Heartstone, puisque c'est également un film sur l'adolescence.
D'ailleurs, ce qui est amusant dans ce palmarès et dans ce festival, c'est que souvent, j'entends des critiques de gens qui disent « Oh, mais de toute façon, les films gays, souvent, c'est toujours la même chose sur l'adolescence, on a tout vu, on a tout entendu. » Et là, c'est vraiment la preuve que non. C'est vraiment la preuve que l'adolescence, c'est vraiment un sujet inépuisable et qui est, de toute façon, quoi qu'on en dise, absolument lié à la question de la sexualité, puisque c'est vraiment à cet âge-là que les choses se forment. Et autant on peut avoir un film... très sombre, très dur comme Hearthstone. Autant là, c'est vraiment tout le contraire. C'est un film complètement lumineux, sensuel, positif. Voilà, c'est l'histoire d'un adolescent de 17 ans qui est en vacances en Italie dans la maison de ses parents et qui sait prendre un étudiant fraîchement diplômé, invité par son père pour partager ses recherches archéologiques. Alors tout est sublime ici, les acteurs, les décors, l'Italie, le soleil. On n'a qu'une envie, c'est d'être là-bas et de vibrer autour de cette rencontre amoureuse où pour une fois, il n'y a ni pathos ni tragédie. Le film crée la sensation partout où il passe, parce qu'il faut dire que le réalisateur, qui s'appelle Luca Guadagnino, est un véritable surdoué. C'est son 3e film, après Amore et A Bigger Splash. Et c'est vraiment une réussite absolue. Les 2 acteurs sont vraiment en train d'exploser. Là, on parle que d'eux à Hollywood. Il s'appelle Timothée Chalamet. C'est un acteur d'origine française et américaine. Et Armie Hammer, que vous avez peut-être déjà vu dans The Social Network notamment, qui est une bombe et qui n'est pas que un beau gosse, mais qui est également un très très grand acteur. Il le prouve là dans ce film, parce que c'est un rôle très audacieux quand même, jouer un garçon, quelqu'un qui couche avec un garçon de 17 ans, sous la bénédiction des parents. C'est assez étonnant ce film, vraiment une véritable réussite. Et on parle même déjà des Oscars, ce qui serait absolument extraordinaire, surtout juste après Moonlight. On ira aux Oscars en tout cas. Bah oui. Et alors le film sort quand en France ? Il sortira le 28 février, voilà. Donc Oui. je voulais peut-être rajouter un petit mot très rapidement sur un court-métrage qu'on a diffusé au festival Chéri Chéri, voilà, et qui passe actuellement sur Arte. Vous pouvez le voir avec Arte plus 7, le système de replay d'Arte, qui s'appelle Les Équilibristes avec Manuel Blanc. Voilà, c'est un très joli court-métrage français qu'on vous invite à découvrir sur Arte. Merci Cyril. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Retour à notre thématique SIDA avec Sylvain. Oui, alors, qui se souvient autour de cette table du GRID ? Certainement pas les personnes de moins de 30 ans, mais les personnes de plus de 30 ans. Est-ce que quelqu'un se souvient du GRID ? Moi, Ah, alors, qui se souvient du Gay Related Immune Defense Disease, terme qui a été utilisé par les Américains pour dénommer l'ensemble de symptômes observés sur les premiers malades atteints de ce que nous dénommons désormais le SIDA. Car oui, c'est de ça que nous parlons. Quelques jours après cette 30e journée mondiale de lutte, en s'intéressant en fait à la sémantique de la maladie, du SIDA, nous pouvons en retracer les contours de la transition entre un précis médical, le choix du ou des bons termes, et puis la vulgarisation dans la presse grand public, jusqu'à définir en fonction même des mots utilisés la position des locuteurs. Alors il faut donc remonter aux origines, n'est-ce pas, Oui. Sylvain ? Alors, l'acronyme de GRID, justement, utilisé dès 1981, c'est-à-dire aux prémices de la maladie, retranscrit à quoi sont alors confrontés les médecins, c'est-à-dire des malades généralement homosexuels masculins, présentant des symptômes similaires de type cancer, affection pulmonaire, sarcome de Kaposi, immunodépression. Donc c'est un terme clinique, factuel, presque froid, déshumanisé, mais relié quand même à une population particulière. Malheureusement, cette terminologie de déficience immunitaire liée aux gays a rapidement été retranscrite dans la presse américaine en termes de gay plague, c'est-à-dire peste gay, ou bien gay cancer, que je n'ai pas besoin de traduire, c'est la même chose en français. Ce vocabulaire est idiomatique en fait de la perception des homosexuels alors par la société du moment, et en particulier les gays, qui sont stigmatisés pour des comportements qui sont considérés comme déviants. On est dans les années 80, je vous le rappelle. Et en tout cas, les comportements des homosexuels n'allaient pas du tout dans le droit chemin religieux, et on est aux États-Unis. Dans les articles de cette époque, il est souvent retrouvé une sorte de petite musique, le message subliminal de la punition divine. Et il était intéressant également de noter qu'à cette période, il y a alors le bon et le mauvais cancer. Ce dernier étant forcément un châtiment concocté spécifiquement par Dieu quand il touche les homosexuels, alors que touchant le reste de la population,
Ce cancer apparaît comme une épreuve dont il faut se sortir victorieux. Cette stigmatisation fera d'ailleurs pour beaucoup dans le fait que des personnalités touchées par le sida n'oseront pas révéler leur maladie, préférant le terme de longue maladie ou de cancer, même pour certains. Alors en France, le terme de peste gay ne sera pas utilisé, mais le terme de cancer gay, oui, avec la même connotation négative qu'aux États-Unis, et ça ira jusque dans la bouche de certains journalistes télévisés. De même, des débordements verbaux et d'autres créations lexicales assimilant le malade à la maladie sauront être utilisés par plusieurs personnes à des fins vraiment délétères pour les homos. Dans le milieu des années 80, le sida est de plus en plus perçu comme une menace pour l'ensemble de la population, et dans ce contexte, il faut trouver les boucs émissaires. Ainsi, quand Jean-Marie Le Pen dit en 87 que le sidaïque est une forme de lépreux et suggère qu'on le mette dans un sidatorium, c'est autant pour dévaloriser, repérer, isoler que stigmatiser le malade, le jeter à la vindicte populaire pour pas dire populiste. Et on peut s'empêcher alors de rapprocher cette création néologique avec d'autres termes tels que judaïque, sanatorium, voire crématorium, que ne renierait pas Jean-Marie, adepte du révisionnisme. En termes de stigmatisation, toujours, une autre appellation montre que chacun peut y choisir ses propres boucs émissaires. Ainsi, le sida a pris pour certains le terme de maladie des 4 H. Haïtien, homosexuel, hémophile et héroïnomane, qui propose une identification de population à risque qui collera à la peau des homosexuels jusqu'à maintenant. Pas de bol pour les hémophiles, entre parenthèses, qui ne rentrent dans aucune des cases racisme, homophobie ou peur des toxicos. On ne sait pas ce qu'ils foutent là d'ailleurs. Alors Sylvain, comment nous en sommes arrivés donc, à ce terme quand on connaît actuellement la situation aujourd'hui ? Eh bien, à côté de termes à dimension négative et en même temps que la recherche progresse, va émerger les termes de AIDS ou sida en français, écrits en majuscules et avec des points entre chaque lettre et apparus dans les années 83-84. Il est intéressant d'ailleurs de savoir que l'on attribue la paternité de sida ou AIDS aux États-Unis à un chercheur biologiste homosexuel très tôt engagé dans la lutte pour les droits des homos et que lui-même est mort de cette maladie en 1994. Cet acronyme qui sera simplifié par la perte des majuscules, la perte des points jusqu'à devenir un terme à part entière, sert alors à imposer une norme internationale permettant aux chercheurs de communiquer au grand public, d'avoir une mémorisation plus facile de sa maladie. Ce terme est le premier qui exclut toute notion de population spécifique. Alors le terme de AIDS sera traduit en français non pas uniquement pour des questions d'exception culturelle, mais du fait que le terme anglais a été à l'époque jugé trop positif, puisqu'il se rapprochait du terme AIDS, qui sera repris par une association, pour exprimer ce qui est alors une maladie mortelle. Alors le choix d'autres termes se fera également à partir de la découverte du virus à l'origine de la maladie, et de la guerre que se sont menés les découvreurs entre États-Unis et France, qui proposent des dénominations différentes, le LT-LV3 de Robert Gallo, États-Unis, ou le LAV de Luc Montagnier, France. Et de ceux-ci émergent 2 termes, un de chaque côté de l'océan Atlantique, choix quand même commun d'un néologisme imposé avec une traduction simultanée dans les 2 langues, VIH pour le français et HIV pour les Américains. Et ces termes seront parfois associés, c'est-à-dire HIV-VIH ou VIH entre parenthèses HIV, ou encore VIH/HIV, ce qui permet de faire le lien entre l'anglais et le français dans le choix de l'acronyme. Parfois, il y aura même une conjonction entre le virus et la maladie sous la forme de HIV/AIDS ou VIH-Sida, comme l'a employé tout à l'heure notre ami ici présent. Ce qui laisse donc transparaître la relation d'équivalence entre virus et maladie pendant une longue période de temps et particulièrement dans l'imaginaire collectif. Alors peu à peu, la prise de conscience internationale de l'étendue de l'épidémie devenue pandémie a abouti à la création d'organismes multinationaux ou supranationaux qui s'intéressent à différents aspects pour combattre, à défaut d'éradiquer la maladie. Et cette évolution s'est également accompagnée de doctrines en termes d'appellation et d'utilisation de bons termes. L'ONU, à travers son programme ONU-SIDA, a ainsi fait de la lutte contre le sida une de ses priorités. Et en parallèle, l'ONU-SIDA s'est donné pour mission de dresser une liste aussi exhaustive que possible de ce qui pouvait ou ne pouvait pas se dire. Et ça se traduit comment, Sylvain ? Alors, la première motivation peut sembler médicale, l'ONU-SIDA recommandant en tout premier lieu de ne pas confondre sida et VIH, c'est-à-dire de bien identifier la maladie pour agir en conséquence et utiliser le terme précis qui correspond au contexte pour éviter les confusions entre VIH-HIV, qui est un virus, et le sida, qui est un syndrome clinique. Par exemple, la phrase que l'on peut encore parfois lire dans certains articles « il est infecté par le sida » ne peut pas être utilisée, puisque le sida n'est pas un agent infectieux.
La volonté du bien parler, d'employer les bons mots, a aussi un objectif d'influencer les comportements, balayant ceux à volonté stigmatisante, et de renforcer une riposte mondiale contre cette pathologie. La terminologie prend alors une dimension non seulement psychologique, mais aussi sociétale. Et les exemples des termes séropo et séronègue qu'on rencontre actuellement en sont emblématiques. Bien que le terme séropositif puisse être utilisé de façon globale en biologie et en épidémiologie pour tout virus, il est pourtant devenu le synonyme de positif au virus du sida. Et de ce point de vue, il y a même une appropriation par les personnes concernées, à l'image du terme PD ou des insultes que se sont attribués les homos, pour vider du sens ces mots-là. Ces termes sont désormais entrés dans la langue courante, particulièrement sur Internet et dans la presse. Avec l'évolution de la connaissance de la pathologie, de l'avancée des traitements, on en est arrivé actuellement à employer des phrases du type « personne vivant avec le VIH », qui a même droit à sa forme acronymique maintenant, puisqu'on parle de PV-VIH, ou sa déclinaison « personne vivant avec le sida ». En somme, la terminologie proposée maintenant, depuis l'anglais, donne l'objectif de vivre avec le sida plutôt que d'en mourir. Ici, la dimension culturelle de la terminologie est aussi très marquée, puisqu'on parle de personne, qui peut s'appliquer aussi bien à un homme qu'à une femme, homo ou hétéro, ce qui permet de ne pas viser les gays, comme au tout début de l'épidémie. Donc en gros, l'acronyme SIDA ne nécessite plus désormais d'être expliqué entre parenthèses ou marqué comme néologisme par des guillemets dans la presse. Vous voyez bien qu'on utilise le terme SIDA comme un nom commun. Après la perte de ses majuscules et de son entrée dans le dictionnaire sous la forme de SIDA en minuscules, avec l'évolution de la prise en charge de la maladie du regard de la société vient l'évolution du langage, jusqu'au jour où j'espère que nous verrons dans le dictionnaire SIDA, nom masculin, non ou peu usité, qui a caractérisé une pandémie ayant débuté à la fin du XXe siècle. L'éradication de cette maladie a été proclamée par l'OMS à la date du... Ben là, il faudra voir. Ouais. Merci Sylvain. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Alors Nicolas, dans le plus de l'actu, on reste avec toi dans la thématique du 1er décembre avec un rappel tout simple. On meurt encore des conséquences du sida. Oui, Brahim, c'est visiblement loin d'être encore une évidence pour tout le monde et pourtant, si la maladie aujourd'hui s'approche de plus en plus de ce qu'est une pathologie chronique au même titre que d'autres affections, elle reste mortelle pour un certain nombre de patients en France et ailleurs. Et sans faire dans le misérabilisme excessif, j'ai aussi envie qu'on ne les oublie pas. Alors justement, tu le rappelais, les triparties sont de plus en plus efficaces avec des prises de moins en moins lourdes. Qu'est-ce qui fait que la maladie l'emporte encore aujourd'hui ? Eh bien, l'efficacité est toujours une donnée relative puisqu'elle est le fruit des statistiques. Alors, il faut évidemment reconnaître que ces traitements, arrivés en France en 1996, ont considérablement diminué les risques de décès chez la plupart des malades et amélioré nettement leurs conditions d'existence. Plusieurs décennies d'espérance de vie quand même contre quelques mois avant, c'est un fait. En revanche, chez certains patients, les médicaments sont moins ou pas efficaces. Chaque personne réagit différemment à ces traitements et le virus lui-même ne se comporte pas, j'emploie ici des guillemets, de la même façon en fonction des mutations qu'il a subies. Pour les autres, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut ajouter à ça le fait que les effets secondaires de ces traitements peuvent être très lourds et certaines personnes ne les supportent tout simplement pas. En bref, les traitements ont une efficacité quasi totale et puis pour les autres, on ne sait pas quoi faire. C'était le cas par exemple de Kevin Gagnol qui avait choisi de se soustraire à ces traitements inefficaces et difficiles, exposant sa vie à l'implacable saloperie qui le rongeait depuis plusieurs années déjà. Il en parlait sur son blog, il racontait comment est-ce qu'on marchait avec une canne à même pas 30 ans quand j'ai quitté sa chambre de l'hôpital Saint-Antoine en ce joli jour d'août 2015. Après nous être embrassés sur la joue, j'avais la certitude que je n'entendrais plus sa voix en refermant la porte et en me retrouvant seul dans le couloir. Je n'ai pas su retenir mes larmes, on avait presque le même âge, il était emporté 2 semaines plus tard par un sarcome de Kaposi, un cancer, une saloperie qui, en plus de tatouer le corps de lésions indociles, s'attaque aussi au tube digestif, histoire de ne vraiment laisser aucune chance. Rien n'avait finalement changé depuis 30 ans, on avait 30 piges, nous, et on laissait un pote au cimetière. J'ai cherché des chiffres de la mortalité liée au sida en France et il se trouve difficilement, peut-être quelques centaines. Le seul chiffre fiable que j'ai trouvé, c'est pour ce qui concerne l'Europe occidentale, qui fait état de 12 000 morts selon un rapport de l'ONU-SIDA. Et puis, n'oublions pas aussi que de nombreuses personnes ignorent leur statut sérologique, qu'elles le découvrent tardivement et que du coup les traitements sont beaucoup moins efficaces que quand la maladie est prise plus tôt.
Alors en France et plus généralement dans les pays riches, l'épidémie est de mieux en mieux connue. Que se passe-t-il dans le reste du monde ? Contenu, pardon. Dans le reste du monde, malheureusement, on la connaît aussi. Mais rassurez-vous, ça va super bien. Il n'y a seulement qu'1 million de personnes qui sont mortes de pathologies liées au VIH en 2016. Nous avons donc des raisons de nous réjouir. On dénombre seulement 35 millions de morts depuis le début de l'épidémie. Voilà, 35 millions, je crois que ça se passe vraiment de commentaires. En fait, on dit pudiquement que ces gens ont été tués par des maladies opportunes liées au sida. En fait, ce n'est pas vrai. Ces personnes sont assassinées chaque année par le rejet, le racisme, la haine, l'homophobie, le sexisme. Quand l'estime de soi est attaquée et que l'on croit que l'on ne vaut plus rien, eh bien on ne se protège pas et quelquefois, on séduit même la mort. Le sida a été présenté d'emblée comme la maladie des marginaux, la maladie de ceux qui l'avaient finalement un peu cherché. Fallait-il vraiment s'occuper des drogués, des putes, des pédales ou des noirs, très franchement. Dans les années 90, alors que j'étais ado et que je découvrais à l'évidence que les filles, c'était pas vraiment mon truc, l'homophobie ordinaire de l'époque m'avait persuadé qu'être homo, c'était tôt ou tard choper le sida. Elle m'avait convaincu que c'était là le prix de ma déviance. Le sida, c'est politique et la lutte contre le VIH est donc forcément politique. Or, le politique, il s'en fout et depuis longtemps. Pour ne parler que de l'Île-de-France, comment peut-on à la fois encenser 120 battements par minute et dans le même temps compter des membres de la Manif pour tous dans sa majorité ? Pour ne parler que de la France, concernant le don du sang et les soins post-mortem, malgré une réelle volonté de certains élus, nous en sommes encore au statu quo. Pourquoi pour ne parler que de la planète, les hyperpuissances sont d'une radinerie incroyable pour ce qui concerne le financement de la lutte dans les pays les plus pauvres. On regarde crever les gens comme on suit un instant du regard les vaches au bord des voies ferrées, avec l'indifférence de ceux qui ne se sentent pas concernés. Et le plus de l'actu ce soir, Nicolas ? On n'entend que ça ici. Bon appétit, bonne journée, bon week-end, bon repos, bonnes vacances, jamais bon décès. Atteint du sida, Hervé Guibert racontait sa maladie, non sans ironie d'ailleurs, dans Cytomégalovirus, journal d'une hospitalisation. Tous n'avaient pas son talent ni sa médiatisation. Depuis 30 ans, on meurt encore du sida et derrière chaque cadavre, il y a d'abord une décision politique. Merci aux invités qui ont participé à l'émission. Merci à tous les chroniqueurs qui m'ont accompagné ce soir. Merci aux réalisateurs Isabelle et Daniel Lebras. C'est fini pour ce soir. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir. Homo Micro.